Conférences de presse et meetings. À 6 jours du premier tour, les candidats à l'Élysée multiplient leurs interventions. Les militaires et la gauche ouvrent le dialogue au Portugal. La question des colonies d'Afrique fait apparaître des divergences, mais le principe de l'autodétermination semble acquis. Après 8h30 d'entretien à Genève, Kissinger et Gromyko se sont quittés satisfaits. Les deux ministres des Affaires étrangères ont beaucoup parlé du Proche-Orient. Bonne nouvelle pour les téléspectateurs de Bretagne, l'émetteur de rock Trédudon plastiqué en février reprend du service. De nombreux Bretons vont retrouver leur télé le 4 mai. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Passé l'euphorie des premiers jours qui ont suivi le coup d'État, le Portugal se penche sur son avenir. Pour les militaires au pouvoir, c'est peut-être maintenant que les choses deviennent difficiles. Le général de Spinola, le président de la junte, va devoir déployer beaucoup de diplomatie pour éviter d'être débordé sur sa gauche. Dès cet après-midi, le général a reçu des dirigeants socialistes et communistes, longtemps condamnés au silence par la dictature. Des divergences sont apparues aussitôt sur la question fondamentale des colonies portugaises d'Afrique. Vous savez que le régime précédent, le régime Tomás Caetano, doit en grande partie sa chute à son refus catégorique de réexaminer le statut des colonies. Or, si le général de Spinola accepte le principe de l'autodétermination, il l'a dit, il n'est pas du tout d'accord avec les dirigeants de la gauche sur les moyens d'y parvenir éventuellement. Hier, pourtant, à Lisbonne, il n'y avait aucun nuage sur la liesse populaire. On pouvait même croire que l'union sacrée autour de Spinola était déjà totale. Le Portugal fait peau neuve. Ce complexe de silence et d'abnégation qui existait ici depuis 48 ans a tout à coup disparu. On s'exprime, on crie liberté, on crie victoire. Et non seulement le général Spinola laisse faire, mais à tout moment il réaffirme que ces libertés d'opinion et d'expression doivent désormais au Portugal rester des libertés fondamentales. Un exemple, le retour de Mário Soares qui était en exil en France. Mário Soares, le secrétaire général du Parti socialiste portugais. Des fleurs rouges à la main, des milliers de personnes l'attendaient à la gare Sainte-Apollogne. Mário Soares, cet avocat, directeur d'école qui s'était exilé en France après les élections de 1969, est revenu en triomphateur. Celui que certains désignent déjà comme le futur président du Conseil, à peine revenu à Lisbonne, s'est précipité à l'état-major de la junte militaire pour embrasser le général Spinola qu'il ne connaissait pas. Vous pensez que le général Spinola veut garder au Portugal un régime militaire pour quelques années? Bien, ça sont des questions que vous devez poser au général Spinola et à Junte, pas à moi pour le moment. Votre impression à vous? Je pense que non, ils l'ont dit. Nous allons aider les militaires et les forces armées à rétablir la démocratie et à rendre la parole au peuple, mais avec toutes les autres forces démocratiques sans discrimination. Vous estimez que le Portugal est maintenant déjà un pays libre? Je pense que nous avons engagé un processus qui est irréversible et qui est extraordinaire. Le 1er mai, Mário Soares sera, avec les autres dirigeants de la gauche retrouvée, en tête du défilé. Le premier défilé populaire depuis 48 ans. 6h55 d'entretien conclu par un communiqué un lundi bien occupé pour messieurs Andrei Gromyko et Henry Kissinger qui ont discuté toute la journée, surtout du Proche-Orient à Genève. Les chefs de la diplomatie des deux grands s'étaient déjà consultés hier pendant 1h45. Un pas de plus vers la paix a donc été fait aujourd'hui. Avant de s'envoler pour Alger, à peine ces discussions terminées, M. Henry Kissinger a déclaré qu'il comptait mener à bien la politique américaine au Proche-Orient. Je peux compter sur la compréhension et même sur la coopération de l'Union soviétique dans ce domaine, a-t-il dit. Et cela, c'est évidemment très important. Mais la négociation qui attend M. Kissinger va quand même être très difficile. Bien sûr, le président Sadat déclarait hier à la télévision américaine que M. Kissinger était l'homme des miracles. Il va obtenir de bons résultats, affirmait le président égyptien. Pourtant, aujourd'hui, comme tous les jours depuis près d'un mois, les armées syriennes et israéliennes se combattent, duels d'artillerie, mais aussi combats aériens. Les Israéliens affirment avoir abattu 4 MiG syriens. Les Syriens, eux, déclarent avoir anéanti plusieurs avions fantômes israéliens, dont un à la verticale de Damas. Damas, où justement M. Kissinger doit aller négocier cette semaine.
Une formule en vaut une autre, disons que c'est la première semaine de vérité qui a commencé pour les candidats à la présidence de la République française. Un objectif, le premier tour, dimanche prochain, 5 mai. Mais d'ici là, beaucoup de choses peuvent encore se passer. Chaban-Delmas, Giscard d'Estaing et Mitterrand, pour ne citer que les trois favoris, savent bien que les électeurs réservent parfois des surprises. De la même façon, les sondages d'opinion ne sont pas infaillibles. Heureusement, sinon il n'y aurait même pas besoin de voter. Ce qui est sûr, encore qu'il ne faille jurer de rien, c'est que les candidats se battront jusqu'au bout. La preuve en est que les conférences de presse et les meetings se multiplient aux quatre coins du pays. M. Chaban-Delmas, après une conférence de presse à Paris ce matin, s'est rendu cet après-midi au Havre, à Amiens et à Dijon. M. Giscard d'Estaing a développé ses idées à Perpignan, Bayonne et Albi. Quant à M. Mitterrand, son programme de la journée était plus spécialisé. Le candidat de la gauche a traité des problèmes de l'agriculture. D'abord en recevant ce matin les dirigeants de plusieurs organisations d'exploitants agricoles, puis en tenant cet après-midi sur ce thème une conférence de presse. Je vous signale d'ailleurs tout de suite que vous enverrez un compte-rendu demain dans l'édition de 13h de 24 heures sur la Une. Mais revenons à cette journée, la J-6. Après Strasbourg hier soir, où l'accueil fut enthousiaste, avant Lille tout à l'heure, Jacques Chaban-Delmas a défini sa candidature. Je suis, a-t-il dit, le seul candidat qui puisse éviter l'affrontement entre la gauche et la droite. Ainsi, au cours de sa conférence de presse ce matin à Paris, il s'est présenté comme le candidat du rassemblement et de l'unité nationale. Homme libre, a précisé Jacques Chaban-Delmas, élu, je serai le président de tous les Français. Il faut que le président soit décidé à l'extérieur à assurer l'indépendance de la France comme à travailler à l'indépendance de l'Europe. Et à l'intérieur, s'il veut que la société soit une société de personnes, et je vous le dis, la nouvelle société est le contraire d'une société anonyme. Chacun y a sa place et sa dignité. Eh bien, si le président est dans cet état d'esprit qui est le mien, il doit faire évoluer les rapports sociaux, refuser la lutte des classes et donner aux formations de gauche, aux formations démocrates de gauche, la possibilité d'être associées à l'œuvre entreprise. Eh bien, je pense que sur ces 4 grands thèmes, un accord peut et doit se réaliser entre ces hommes allant des socialistes jusqu'aux modérés de progrès, et que c'est à partir de cet accord que peut se faire le rassemblement. Et en ce qui me concerne, puisque j'apporte à la fois la continuité de l'œuvre accomplie par le général de Gaulle et maintenue par Georges Pompidou, et en même temps les changements nécessaires dans la société, eh bien je suis précisément l'homme de ce rassemblement, l'homme de cette réconciliation, l'homme de cette unité nationale, et sans forcer les termes, j'ai le sentiment d'être le recours dans la situation actuelle pour éviter le péril qui menace le pays, le mot n'est pas trop fort, et qui serait attaché précisément à l'affrontement au deuxième tour entre la droite et la gauche, et ensuite au fait d'avoir un président qui, quoi qu'il le veuille, ne serait que le président de la moitié de la France, alors que le président doit être le président de tous les Français. C'est dans une ambiance colorée, aux accents d'une sardane jouée par un orchestre catalan, que Valéry Giscard d'Estaing est arrivé en début d'après-midi à Perpignan. Là, sur un podium dressé en plein air, face à l'hôtel de ville, et devant 4000 personnes environ, le ministre de l'économie et des finances va évoquer le développement économique d'une région trop longtemps, dira-t-il, considérée comme un parent pauvre. Et à cette occasion, il va lancer une mise en garde. Je mets les Catalans et les Catalanes en garde contre les risques d'un renversement de cette politique économique. Naturellement, dans la tentation qu'ont toujours les Français à l'occasion des grandes consultations électorales, qui est de tout chambouler et de tout chambarder,
ils doivent avoir présent à l'esprit le risque. Non pas seulement le risque pour la France, mais le risque pour eux. Et ça n'est pas au travers d'une vague de nationalisation, ça n'est pas au travers du bouleversement de notre économie. Ça n'est pas au travers de la collectivisation de nos moyens de production. Dans aucun pays d'Europe, quel que soit son mode de gouvernement, ne veut à l'heure actuelle qu'on organisera le progrès de notre pays. Valéry Giscard d'Estaing revient ensuite sur le sens de sa campagne. Il s'agit, dit-il, de regrouper la totalité du centre-gauche et des sociodémocrates afin de former une majorité élargie. Je vous demande de noter dans cette campagne que depuis qu'il y a des élections présidentielles en France, je suis celui qui est porté le plus loin, et notamment le plus à gauche, son désir d'élargissement de la majorité présidentielle. Les Français souhaitent un changement. Et c'est ce changement-là qui fera de la France un pays jeune, un pays moderne, un pays sur lequel à nouveau l'intérêt du monde se tournera, parce que nous proposerons des formules nouvelles et parce que nous créerons ainsi, après avoir rénové progressivement l'économie française, nous créerons une nouvelle politique pour la France. Après Perpignan, Valéry Giscard d'Estaing s'est rendu à Bayonne, puis Albi. Il sera ce soir à Toulouse. Notre secrétaire fédéral. Brest était la troisième et dernière étape d'un dimanche chargé pour François Mitterrand. À 22 h, accompagné de sa femme, il franchissait les derniers mètres qui le séparaient de la salle du meeting. Ces derniers instants de détente avant d'être accueilli par 15 000 personnes. Le candidat de la gauche unie a bien sûr parlé de la Bretagne, il faut qu'elle garde sa culture, mais il a aussi évoqué ses adversaires, et notamment Valéry Giscard d'Estaing. Je regarde avec stupeur qui s'avance à mes côtés. Aux côtés de M. Giscard d'Estaing, il me semble que le plus vieux d'entre eux a dû naître avant 1789. Et le plus jeune au temps de MacMahon. Qu'est-ce que vous voulez, la République des Ducs? Il y a un livre qui a été écrit là-dessus, saupoudré de quelques princes. Encore fut-il un temps où cette aristocratie avait la noblesse du sang. Maintenant, elle a celle de l'argent. Et c'est ainsi que se dessine devant nous en perspective la droite la plus éculée, la plus vieillotte, la plus repliée sur elle-même. Et pour avoir vécu cette période 1940-1944, il me semble déjà comprendre et reconnaître l'amertume et la douleur, peut-être même la colère d'un certain nombre de ceux qui furent gaullistes par pureté patriotique et qui vont apercevoir de quelle manière ils ont été trompés, bafoués, de quelle façon ils vont être traînés sur les chemins de la vieille droite, celle qui en 1848 tirait sur le peuple de Paris et recommençait en 1871. Râteau, c'est la fin d'un conflit qui avait commencé le 31 janvier. Le personnel réuni en Assemblée générale a voté cet après-midi à une forte majorité pour le protocole d'accord qui était intervenu vendredi entre la direction et les syndicats. Sur 1085 votants, 900 se sont prononcés pour la signature. À l'usine de la Courneuve, le travail reprendra donc normalement jeudi matin, 2 mai. Transports aériens, le syndicat des personnels navigants techniques a décidé de lever les consignes de grève visant au boycott de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Cette décision a été prise à la suite d'un accord intervenu entre la direction d'Air France et le syndicat national des pilotes de ligne. Attention, mercredi prochain, 1er mai, fête du travail, la journée sera fériée et chômée. C'est dire que la France vivra au ralenti, que certains établissements seront fermés. Ainsi, les banques, ouvertes demain normalement, fermées le 1er mai toute la journée.
Les caisses de sécurité sociale et d'allocation familiale fermées mercredi. Certains centres cesseront même de fonctionner demain à midi. Les mairies seront fermées mercredi ainsi que les grands magasins et les musées nationaux. VTT, pas de distribution de courrier mercredi, mais des permanences seront assurées de 8h à midi dans certaines recettes principales de Paris et en province, dans les bureaux des chefs-lieux de chaque département. Médecins et pharmaciens appliqueront les dispositions en vigueur chaque dimanche et assureront leur tour de garde. Enfin, RATP, métro et bus, service réduit des dimanches et jours fériés. Pour son premier Conseil européen, M. Marcellin n'aura pas eu la tâche facile. En effet, la crise de la viande que traversent les neufs continue à se développer. La situation va en se dégradant et si cela continue, il faudra stocker de plus en plus de viande, ce qui semble absurde puisqu'à plus longue échéance, on risque au contraire d'en manquer. En stockant, ce sont les fonds européens de soutien à l'Europe verte qui s'épuiseront. Il est donc préférable de réorganiser le marché, rétablissant ainsi l'équilibre entre l'offre et la demande. Chaque Européen consomme en moyenne 72 kg de viande par an, dont 25 de bœuf et 29 de porc. Cela représente environ le tiers des dépenses qu'effectue la ménagère. Alors, pourquoi cette crise de la viande et quelles en seront les conséquences si une solution commune n'est pas trouvée par les neufs? Pourquoi cette crise? Voyons les faits. D'un côté, les producteurs paient les engrais, les aliments pour le bétail plus chers qu'auparavant, ils produisent aujourd'hui davantage et en contrepartie, ils reçoivent moins. De l'autre, les consommateurs trouvent que les prix ne cessent de monter. La consommation stagne. Les paradoxes, au moment où la production de viande dépasse les besoins de la communauté, les importations en provenance de pays tiers, viande congelée d'Amérique latine, viande fraîche de Yougoslavie pour la plupart, se multiplient, congestionnant le marché déjà bien désorganisé. La production dépasse la consommation, il faut donc rétablir l'équilibre. Pour cela, M. Marcellin propose à ses 8 collègues, d'une part, de faire jouer la clause de sauvegarde, interdisant ces importations. D'autre part, de subventionner au contraire les exportations. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement le revenu des éleveurs, c'est à plus long terme, si rien n'est fait pour ne plus les décourager de produire de la viande, l'approvisionnement même de la communauté qui pourrait en être affecté. Le fond du problème ne sera étudié que demain vraisemblablement. Aujourd'hui à Luxembourg, c'était une reprise qui sera peut-être salutaire. Ça marche, ou plutôt ça remarche. La remise en service de l'émetteur de Roque-Trédudon en Bretagne est imminente. Vous vous souvenez de l'attentat qui avait provoqué l'arrêt quasi total de cet émetteur breton au début du mois de février? Eh bien, les techniciens ont travaillé d'arrache-pied, et même un peu plus vite que prévu. Le 4 mai, c'est-à-dire la veille du premier tour de l'élection présidentielle, une grande partie de la Bretagne va recevoir de nouveau la télévision ainsi que la modulation de fréquence. Après l'attentat contre le pylône de Roque-Trédudon, l'ORTF avait promis que la remise en service de l'antenne dans des conditions proches de la normale s'effectuerait vers la mi-mai. Avec une avance d'une dizaine de jours sur les prévisions, le centre va redémarrer. Le samedi 4 mai, l'émetteur première chaîne fonctionnera à pleine puissance de 10 kW sur le canal 8. Les 3 émetteurs de radiodiffusion à modulation de fréquence seront, eux, mis en service le 4 mai également, mais à puissance réduite. L'émetteur deuxième chaîne de télévision, déjà en service depuis le 8 mars, fonctionnera dorénavant sur un pylône de 160 mètres. Ainsi donc, la quasi-totalité de la zone de service existant avant l'attentat sera à nouveau desservie. Le radar a 7 ans. Il a donc fallu attendre que cette invention redoutée des conducteurs atteigne l'âge de raison pour recevoir son homologation. 7 ans ont en effet été nécessaires à la mise au point du super radar, véritable étalon qui sert désormais de référence à l'appareil dont se servent les gendarmes. 2 faisceaux parallèles émis par un laser sont à 1 mètre l'un de l'autre. L'appareil calcule le temps que met le véhicule contrôlé pour franchir cette distance. Converti en km/h et même en hectomètre/heure, le résultat s'affiche en lecture directe sur un cadran électronique. On peut dire que c'est l'étalon du radar parce que la précision de cet appareil est 10 fois supérieure à celle qui est donnée par le radar. Et nous admettons, nous, couramment dans notre service, que dès l'instant qu'un appareil a une précision 10 fois supérieure à un autre, on peut prendre cet appareil comme étalon. Une constatation s'impose pourtant. Le radar a fonctionné pendant 7 ans sans être homologué. Était-il alors hors la loi? Hélas non. En somme, il faut donc faire la preuve de son innocence pour échapper à la sanction due à un contrôle radar. Oui, parce que le procès-verbal accompagné, n'est-ce pas, assorti d'un contrôle
radar constitue une présomption de culpabilité. Et alors il appartient de lutter contre cette présomption de culpabilité en rapportant la preuve contraire, mais comment le faire? Même problème pour le Trafipax. Cet appareil ajoute au calcul de la vitesse une photo de l'infraction. Un parquet ne poursuit pas si on lui envoyait une simple photo. Il faut qu'elle soit assortie d'un procès-verbal qui donne l'identité du fonctionnaire de police qui s'est occupé de ces vérifications, et le cas échéant, on fera venir le fonctionnaire de police, on lui demandera est-ce que votre appareil fonctionnait bien, est-ce que vous n'avez pas connu de déboire à ce moment-là. Mais comment voulez-vous prouver 6 mois après, quand vous êtes convoqué devant le tribunal d'instance pour un excès de vitesse, que l'appareil fonctionnait mal? Évidemment. Ça paraît extrêmement difficile. Espérons donc que la sanction du gendarme ne découle pas de la seule appréciation de l'appareil. Sinon, ce serait soumettre les automobilistes à l'arbitraire d'un robot. Et je vous souhaite de ne pas avoir reconnu votre voiture sur un des clichés. Il est faux de dire que la vitesse est une sorte de drogue dont on ne peut plus se passer quand on y a goûté. Un homme qui a poussé sa voiture à plus de 300 à l'heure pendant plusieurs années en est le témoignage vivant. Vivant peut-être d'ailleurs parce qu'il a su se retirer de la compétition à temps. L'exemple de cet homme est en tout cas une leçon qui s'adresse non seulement aux pilotes de course, mais aussi au commun des automobilistes. Johnny Servoz-Gavin, un nom qui vous rappelle sans doute quelque chose. Johnny Servoz-Gavin, le pilote automobile dont tout le monde parlait il y a tout juste 4 ans, l'espoir, peut-être même le numéro 1 français. Johnny Servoz-Gavin, qui, il y a tout juste 4 ans précisément, c'était au soir du Grand Prix de Monaco 1970, abandonnait tout à coup la compétition automobile. Raison invoquée, à l'époque, la peur. Mais ce n'était pas la seule. Il peut l'expliquer aujourd'hui avec le recul, sans se ménager ni ménager les autres. Il y en a beaucoup de raisons. Il y a beaucoup de raisons. Je crois que l'essentiel est un fait qui s'était passé 3 mois avant ma décision d'arrêter de la course automobile, où je faisais un petit rallye avec une Jeep et j'ai pris une épine dans l'œil. Et ça s'est un peu terminé tragiquement puisque je suis resté à peu près 1 mois à l'hôpital. Et je n'ai eu aucune visite et j'ai été, disons, un peu déçu de... J'avais l'impression d'être connu, d'avoir beaucoup d'amis que je rencontrais de partout sur le circuit. Là, il n'y avait personne. Tout cela, toute cette déception d'une vie qu'il avait choisie quand il avait 16 ans, il en a 32, Johnny Servoz-Gavin a presque réussi à l'oublier. Depuis 4 ans, grâce à l'argent gagné quand il était une star de l'automobile, il peut vivre sans travailler. Pendant des mois, il est parti seul sur un bateau dans l'Atlantique. Pendant des mois, il repartira bientôt, seul, chez les Indiens. Une drôle de vie, mi-bohème, mi-hippie, loin des courses, loin des grosses voitures et de la vitesse. Pour moi, la voiture, c'est pas du tout un signe extérieur de richesse. J'ai acheté une voiture de 2000 francs qui roule très bien, elle me déplace quand j'ai envie qu'elle me déplace, et puis un point, c'est tout. J'ai plus du tout aucun plaisir de conduire. Donc, je préfère rouler à 90 à l'heure, ou à 100 à l'heure, puisqu'elle va pas plus vite, n'importe comment. Et puis, ça fait rien, je mets une demi-heure de plus, je suis pas pressé. La première année, ça n'a pas été dur du tout de penser à l'automobile. Enfin, toute la saison 70 n'a pas été un problème. Ça a été un problème en 71. Je dois reconnaître que la course m'a beaucoup manqué. Et fort heureusement, j'avais le bateau à ce moment-là qui m'a aidé à ne pas revenir à la course. Autrement, si je n'avais pas eu le bateau, très certainement, je serais revenu à la course. Vous n'avez pas envie d'aller sur les circuits de temps en temps, d'aller voir ce qui se passe, de vous replonger un peu dans l'ambiance, non? Non, je n'ai pas du tout envie, dans le sens où il est très difficile, je pense, quand on a été, je ne veux pas dire au sommet, enfin quand on a fait partie quand même des meilleurs pilotes, de revenir sur un circuit. Je pense qu'au contraire, il vaut mieux faire quelque chose de nouveau. Je préfère découvrir une autre passion, chercher autre chose, qui soit totalement en dehors de l'automobile. Pas de regret, jamais? Non, il ne faut pas regretter, rien. C'est à 300 à l'heure, mais j'ai l'excuse des impératifs d'horaire que je vous souhaite à tous une excellente soirée.